On s'approche doucement de la fin de saison. Plus que 2 étapes et nous connaîtrons l'identité de la championne du monde et du champion du monde. À Hambourg, lors de la dernière étape des Triathlon Series, Anne Haug avait véritablement explosé, exprimé tout son talent. La victoire pour l'Allemande, à domicile. Mais attention, elle a fort à faire, car derrière, que ce soit Non Stanford et que ce soit surtout Gwen Jorgensen, ça pousse. Et que dire des Brownlee, Jonathan, Alistair, quand c'est pas l'un c'est l'autre. À Hambourg, Jonathan a effectivement pris la première place devant Alistair, son frère, mais c'est Javier Gomez qui pour l'instant, Franck Bignet est toujours numéro 1 mondial. Ça risque d'évoluer et à l'occasion de ce deuxième rendez-vous de Stockholm, deuxième rendez-vous historique, on s'attend à un suspense de folie et surtout à un beau spectacle. C'est vrai que l'étape de Londres, la finale va être décisive, mais l'importance aussi de marquer des points jusqu'au bout. Et on voit bien que aussi bien chez les femmes que chez les hommes, les meilleurs sont là. Stockholm donc, c'est la deuxième fois que cette étape intègre la WTS. L'an passé, elle avait réussi son entrée de manière phénoménale. Il faut dire aussi que l'épreuve est dessinée dans le vieux Stockholm. Stockholm, une, kyrielle d'îles accrochées presque les unes aux autres. Un décor absolument magique. Et là, se drasser au sein de cette vieille ville, autour du Palais Royal, autour du Parlement, offre aux spectateurs véritablement le contact direct avec les athlètes. Et en plus de ça, le parcours est difficile, sinueux, avec des relances partout, une transition, vous allez le découvrir, atypique. On va commencer par suivre la course féminine. Elle porte le dossard numéro 1, c'est normal. C'est pour l'instant la numéro 1 mondiale. Anne Haug. Elle s'attend véritablement à une course très difficile. Ça va être très rapide dans tous les sens du terme. La natation, bien sûr, mais le parcours cycliste aussi s'annonce comme un parcours particulièrement âpre. Gwen Jorgensen, le nouveau prodige américain, celle qui a pour l'instant rivaliser au plus haut plan avec les meilleurs internationales, même si sa présence sur le triathlon est encore relativement récente. À se méfier. Il faut se méfier de cet athlète, Franck, en devenir ou déjà au plus haut niveau. Ouais, elle a 27 ans, ce qui est un petit peu âgé, mais c'est vrai qu'elle est rentrée tard sur l'activité triathlon. Elle a un passé de nageuse, de coureuse à pied, donc il a fallu qu'elle mette tout ça bout à bout, qu'elle progresse énormément à vélo. Elle a encore des points faibles, après à savoir si ses concurrentes elles y arrivent parfois, pas toujours à la piéger, mais une chose est sûre, faut pas partir à pied avec elle. Non Stanford, elle aussi, a une bonne pointe de vitesse, championne du monde des moins de 23 ans et qui, lors de l'étape de Hambourg, a pris la 2e place derrière Anne Haug et devant Jodie Stimson. C'est effectivement une course à laquelle elle a participé l'année dernière. C'était un format sprint un peu différent, mais de toute façon, quel que soit le format ici à Stockholm, le dessin du parcours nous amène à véritablement piocher dans nos réserves. Jodie Stimson fait partie de ces athlètes britanniques ou de ces athlètes tout court très en forme. On l'a encore vu récemment lors du triathlon de Londres. Elle joue aussi un titre mondial. Je crois que à Kitzbühel la dernière fois, lorsque effectivement je me suis imposé, j'avais puisé loin dans mes réserves, mais je m'attends ici aussi à Stockholm à faire de même. De toute façon, ont-elles véritablement le choix, Franck, si elles veulent performer au plus haut plan? Maintenant, chacune des courses devient, je dirais presque, une victoire nécessaire. Ouais, c'est-à-dire que pour être sur le podium, il faut en gagner une, voire deux, et jamais être au-delà de la 5e place. Donc c'est vraiment des athlètes qui sont très complètes, qui peuvent prétendre à la victoire finale. On a vu André Witt, il y a Mike Kellers, 2e à Stockholm en 2012. Et c'est le retour de Lisa Norden, la Suédoise de Suède, chez elle, à domicile. Elle avait véritablement imposé son style lors des Jeux, on s'en souvient. Elle avait pris la médaille d'argent, mais ça s'est, je dirais presque, décidé à même pas un cheveu. Et puis surtout, elle s'était imposée ici même et remporté le titre mondial quelques semaines plus tard. Et elle revient à la compétition, et donc elle avait besoin de souffler un tout petit peu, c'est ce qu'elle nous dit, c'est pourquoi elle redémarre un peu plus tardivement que les autres, surtout besoin de se régénérer, et on peut tout à fait le comprendre après la saison qui était la sienne. Ouais, même si elle va revenir, et maintenant les filles courent beaucoup plus vite qu'il y a un an, ça va très vite, tout progresse, et c'est vrai qu'il va vraiment falloir qu'elle soit beaucoup plus agressive dans le bon sens du terme en natation vélo, parce que en course à pied, je pense que ça va aller trop vite pour elle dans les années qui viennent. Ça, c'était le programme depuis le début de l'année.
Vous avez suivi toutes les étapes sur l'antenne de Sport Plus. Hambourg, c'était la dernière au mois de juillet. On se retrouve donc un mois plus tard, cette fois-ci en Suède. Voici la carte du parcours. On commence par une natation 2 tours classique. Température de l'eau 14 degrés, moins classique. Un vélo 40 km, 9 tours. Alors, suivez le guide en quelque sorte. Vous aurez vite compris quelle sera la nature du parcours cycliste. C'est-à-dire, il faudra respirer avant et surtout pas pendant, parce que des relances permanentes, des virages, enfin bref, absolument dantesque. Et puis 4 boucles pour le parcours pédestre. Là aussi un parcours rapide, Franck. Ouais, on arrive vraiment sur des profils de parcours typiques de la série championnat du monde. Assez plat, un petit peu quelques bosses, mais c'est souvent très plat avec beaucoup de relances de demi-tour, donc très très fatigant sur la partie cycliste. C'est parti, 45 compétitrices au départ, une française, Amy Charéron. Une française Amy qui court un petit peu après un état de forme nettement plus avantageux. Elle a été blessée cet hiver et elle peine un petit peu à revenir sur cette série championnat du monde. Elle a dû se contenter de mémoire d'une 38e place à Hambourg. Exactement. Et 32e à Madrid. Et donc il faut maintenant remonter à 2011 pour avoir un résultat sur série championnat du monde de haute volée, puisqu'elle avait terminé 3e à Madrid. Et puis elle avait été championne d'Europe la même année. Exactement, et 18e au jeu. Exactement, donc Amy Charéron qui, en se frottant de manière régulière à ses athlètes, à ses concurrentes de premier plan, de tout premier plan, j'imagine dans un délai bref, on lui souhaite tous revenir et retrouver son meilleur niveau. Allez, on en termine déjà pour ce qui concerne la première boucle avec devant la brésilienne Pamela Oliveira, devant la Mariko Adachi, Adachi, tout à fait, et puis Sarah Groff, l'américaine. Pas de surprise pour ce qui concerne les nageuses qui ont l'habitude d'occuper les premières positions, avec une transition assez spectaculaire, bien faite, quelques marches pour sortir le long du ponton qui ne bouge pas trop, et on replonge. Ça aussi, c'est une manière de proposer un spectacle différent et de séduire surtout la fédération internationale. Je crois que Stockholm a parvenu à ses fins. C'est vrai que ces sorties de l'eau, c'est toujours intéressant à la fois pour le spectateur et aussi pour chaque compétitrice, parce que ça permet véritablement de faire un point sur la situation au bout de 10 minutes. Et là on voit qu'il y a déjà une première cassure qui est assez conséquente et d'une 30aine de secondes. Donc ça montre bien qu'il y a un groupe de 20 qui va se détacher assez rapidement. Et ensuite Amy qui fait une natation, on va dire pas exceptionnelle, mais elle peut compter éventuellement sur Lisa Norden et Anne Hogg qui sont deux très bonnes cyclistes et qui de toute façon vont tout faire pour revenir sur la tête de course rapidement. Effectivement, Non Stanford, Anne Hogg notamment, elle compte 38 secondes de retard sur le groupe de tête à l'issue du premier tour. Et la très bonne surprise pour Jorgensen, c'est qu'elle fait partie du peloton de tête. Et là, tout d'un coup, ça change la donne. Ouais, la difficulté pour Gwen Jorgensen, c'est pas forcément la natation, c'est le premier tour vélo. Elle a pour coutume d'être placée à la sortie de l'eau, mais pas forcément de prendre le premier groupe. Donc ses progrès vélo doivent lui permettre maintenant d'éviter toute déconvenue sur les 10 premiers kilomètres vélo. Elle est au milieu de votre écran, Gwen Jorgensen. Là, elle est en train d'enlever sa combinaison. Elle avait une petite cagoule là, sous son bonnet. Elles sont un certain nombre d'ailleurs à porter la cagoule. Je vous rappelle la température de l'eau, à peine plus de 14 degrés. Donc c'est... pour entamer la journée, c'est un petit peu frais. Si la température extérieure est au-delà de 20, ça va. On se réchauffe assez vite, sinon c'est vrai que c'est pas. On connaît mieux. Alors, on va attaquer les temps réalisés. 20-33 pour les premières nageuses. On les a vues sortir de l'eau, que ce soit Groff, Pennock, Beto, Oliveira, Jodie Simpson Adachi, qui est là. Simpson aussi. Et là voici cette première transition. Je dis cette première parce qu'elles vont en passer par là un certain nombre de fois. Et regardez, c'est loin d'être plat. Et là, on s'en aperçoit bien. Ouais, et elles vont aussi s'en apercevoir sur les 4 tours à pied. Donc, c'est à gérer. C'est une nouveauté, c'est une spécificité locale. Donc voilà, Amy 25e à 59 secondes. Mais Stanford aussi, qui normalement nage bien, qui est piégé. Et puis, normalement, Lisa Norden, voilà, une 0,6. Allez, Sarah Groff. Voilà, Anne Hogg, une 0,9. Donc, même si sa natation a été faible pour Amy, rien n'est perdu parce que... il y en a certaines qui vont vouloir revenir sur la tête de course, donc pour l'instant ça lui est encore favorable. Sarah Groff, l'américaine, est la première à s'extraire de la transition. Gwen Jorgensen passe sous vos yeux à l'instant. Pennock, la canadienne. Stimson, la britannique. Ça s'égrène tout doucement. Et regardez déjà, là, on sent qu'il faut faire l'effort pour non seulement atteindre les vélos, mais surtout sortir de la transition, parce qu'après, il y a encore la fin de la montée à prendre avant de pouvoir monter sur le vélo. Deuxième groupe qui sort de l'eau avec McIlroy, la néo-zélandaise, Stanford en gros plan, la britannique. Amy sur la droite de l'écran. Amy qu'on devine effectivement.
Et Anne Haug devant vous, en compagnie de Maike Kellers. Et il y a Katie Wilson, l'anglaise, qui a été championne du monde de duathlon et qui maintenant se met au triathlon. On est content de voir Non Stanford parce que la dernière fois qu'on l'a quitté, c'était à Hambourg. Certes, pas l'occasion de l'étape individuelle, mais de l'étape par équipe des championnats du monde. Elle avait pris une bonne gamelle, comme on dit. Sans doute un moment de... Et les Anglais étaient revenus bredouille. Oui, un moment donné d'absence de concentration. Elle était vraiment rentrée plein fouet dans une marque, une grosse quille en l'occurrence. Elle avait giclé, obligée d'abandonner, sonné, mais visiblement pas de blessure et c'est tant mieux. Non Stanford au classement international pour l'instant, elle est 4e. Haug devant Stimson, Jorgensen et Stanford et Witt est 5e. Alors voici les écarts à la sortie de l'eau. Le premier groupe dont on vous parlait il y a une seconde. Gwen Jorgensen donc dans ce peloton. Et Vicky Holland là aussi. Et le parcours cycliste, c'est parti. Le Parlement, on le laisse à main gauche. Un virage, un des terribles virages en épingle à cheveux qui vont venir rythmer cette progression. L'intérêt, c'est qu'on s'évalue vite par rapport aux poursuivantes ou aux poursuivants. La difficulté, c'est qu'il faut gérer justement ces rotations multiples. C'est vrai que ça devient finalement un effort en groupe, mais il y a beaucoup d'efforts individuels à produire. Donc déjà, de par le parcours entre les virages à 4 degrés et les demi-tours, donc nécessité vraiment de bien appréhender la course, d'être bien placé pour s'éviter des relances inutiles, sinon ça dure 1 heure et c'est sans fin. Regardez, on a vu passer le 2e peloton, le 3e peloton un peu plus loin, circuit parfaitement dégagé, visibilité maximale, conditions de course presque idéales. L'année dernière c'était un petit peu différent, il avait plu, et comme ce parcours est très sinueux et qu'ils empruntent et ils emprunteront aussi des routes pavées, et ça avait causé quelques chutes. Ce ne sera sans doute pas le cas cette année. Alors, les Anglaises devant, Vicky Holland et Jodie Stimson, elles essayent de s'arranger, de surtout s'entraider pour creuser l'écart, prendre l'initiative. Elles craignent quoi? Elles craignent tout simplement de ne pas avoir suffisamment d'avance par rapport à Anne Haug qui, elle, va sans doute revenir ou du moins ramener avec elle les autres compétitrices, même si pour l'instant, dans le groupe de poursuivantes, il y a 56 secondes à gommer avant de prendre la tête de course. C'est vrai que les Anglaises et les Anglais ont un point commun, c'est vraiment de tout donner. On a souvent eu l'habitude d'avoir des athlètes qui essayaient de se protéger au maximum à vélo pour être le plus efficient possible en course à pied. Les Anglaises et les Anglais, eux, voilà, ils abordent ça, ils se disent ça va durer 1h45, ça va être dur, on va souffrir. Et ils sont capables à la fois de produire des efforts vélo assez intenses et de courir encore derrière, puisque Stimson et Stanford ont gagné cette année et souhaitent encore continuer de s'imposer. Allez, on s'accroche, c'est difficile, là on ventile, on ouvre la bouche au maximum. C'est une vraie bosse. 9 tours à vélo, 4 tours à pied, donc elles vont avoir le temps de l'apprécier cette bosse. Et les spectateurs sont bien installés tout autour parce qu'ils s'attendent bien sûr à surprendre quelques attitudes parfois limites, en termes d'effort bien sûr, en termes de ressenti. Alors en chasse-patate, Dossard numéro 22, Rachel Klammer, la néerlandaise. Et Rachel Klammer qui est une jeune athlète hollandaise très brillante. Championne d'Europe, non ? Championne d'Europe, oui. Tout à fait. Et on voit l'intérêt d'être capable de réussir ce premier enchaînement natation-vélo, parce qu'elle sort dans les 5-6 premières et elle n'est pas dans ce premier groupe. Allez, derrière, on poursuit l'effort. Où est Anne Haug? Où est le peloton de l'Allemande? Est-ce qu'elle est en train d'amener tout le monde avec elle? Pour l'instant, la voici Anne Haug, avec le dossard numéro 1, dans son style caractéristique, même si pour l'instant, elle ne donne pas le sentiment de donner tout ce qu'elle peut. Elle a un profil plus de grimpeuse, de puncheuse, des parcours comme Madrid avec une côte de 700-800 mètres, ça lui convient. Là, Stockholm, c'est un petit peu trop plat à son goût. Aïe. Dossard, Rosindel. 45, Rosindel, oui. Anglaise. L'éponge. Terminé pour ce qui concerne Rosindel. Et la penalty box indique Dossard 21, je l'avais noté. Jarzik, la polonaise, dossard numéro 7, Kate McIlroy, la néo-zélandaise. Ouais, ça n'aura pas trop d'impact sur le général. Ça bouge devant. André Witt. Et l'anglaise, Rowe, essaye de prendre un tout petit peu d'avance sur leur poursuivante. Prennent l'initiative, elles aussi. Elles savent que, bien sûr, elles vont avoir fort à faire avec Stimson, Jorgensen, Anne Haug, bien sûr, en course à pied. Non Stanford. Elles ont l'air de s'entendre, les deux.
Ouais, je pense quand même qu'Andrea aurait préféré partir avec une autre Anglaise que Vanessa Rowe. Elle est moins dangereuse qu'elle en course à pied, mais c'est vrai que Vanessa Rowe, c'est une athlète qui a été très très performante assez rapidement quand elle a débarqué sur la scène internationale. Et depuis, elle stagne et elle est maintenant 5-6e anglaise. Bon, quand on est 5-6e anglaise, on est quand même performant sur la scène internationale. Mais c'est vrai que c'est nettement plus difficile pour elle. Donc ça va être difficile, on va dire, à deux de creuser un écart significatif. Elles sont rentrées. Le groupe de poursuivantes est rentré sur le groupe qui était auparavant le groupe de tête. Ça veut dire qu'il y a un large peloton maintenant derrière Hewitt, Hérault. C'est le bon moment pour partir. La jonction entre deux groupes, de partir un petit peu avant. Tout le monde s'endort un peu. Et par contre, il faut être rapidement décisif pour ne plus être en point de mire. Le parcours s'y prête. Mais il faut essayer d'avoir rapidement une vingtaine de secondes. Lisa Norden dans ce peloton, derrière Anne Haug, elle ne s'est pas trompée de roue, à vrai dire. Jorgensen non plus, et pas très loin, Vicky Holland, enfin bref. On se surveille, et surtout on surveille l'Allemande, parce qu'en général, à vélo, elle a plutôt tendance à prendre l'initiative. Lisa Norden, et vous souvenez-vous de cette arrivée olympique, ce combat, ce sprint dantesque, Nicolas Spirig à droite, Norden à gauche, c'est finalement la Suisse Spirig qui s'est imposée pour vraiment aller une misère auprès. Mais Norden garde un souvenir bien sûr mémorable, un souvenir fort de ce moment précis et sans doute, elle me dit, ma vie a définitivement changé à l'issue de cette course. Et puis on se souvient de sa présence à Stockholm lors de la première apparition de cette étape au sein des Triathlon Series. Elle s'était imposée et du coup, après, elle avait continué sur sa lancée et remporté le titre mondial. Quelle belle année Lisa Norden a vécu, mais comme toutes ces années riches, fortes en émotions, il a fallu à un moment donné rompre, il a fallu couper, il a fallu respirer un petit peu, Franck. C'est ça, chaque athlète gère véritablement l'après-jeu à sa façon. Nous, côté français, on a Davidos qui fait une saison très discrète. Il va revenir pour Londres, il va être fort à Londres, mais il n'aura pas couru la grande partie de la série. Et Norden, qui suite à l'ensemble de ses exploits avait été nommé athlète de l'année en Suède devant le footballeur du PSG, Ibrahimovic. J'ai oublié son nom. Exactement. Lisa Norden. Elle a besoin, effectivement, c'est ce qu'elle nous dit, d'être d'une compétitrice tous les jours de sa vie. Et donc, si elle avait décidé cette année de débuter dès le début de la saison, il lui fallu qu'elle ait cet état d'âme-là avant de commencer. Elle ne l'avait plus. Elle avait besoin de respirer un petit peu. Elle avait perdu un petit peu cet esprit de combattante, momentanément certes. Mais donc, elle avait besoin de voir autre chose, de croiser des gens, de passer du temps avec les siens, de courir sur d'autres épreuves. Enfin bref, de varier un petit peu les plaisirs et ensuite, sans doute, de pouvoir définitivement faire son choix. Parce qu'il a fallu faire un choix. Soit s'arrêter, soit continuer. Il n'était pas question, bien sûr, qu'elle s'arrêtât définitivement. Mais à un moment donné, la fatigue, je dirais presque la lassitude avait malgré tout poussé Lisa Norden à se poser la question. Alors ce changement dont on parlait il y a quelques temps concernant sa position après cette année particulière et sa deuxième place olympique, c'est elle le vérifie au quotidien, elle le vérifie lorsqu'elle se balade, lorsqu'elle croise des gens, lorsqu'elle tout simplement elle signe des autographes dans les différentes opérations auxquelles elle participe. Elle s'aperçoit tout d'un coup du niveau de notoriété qui est désormais le sien. Et on peut tout à fait comprendre que quand on n'est pas tout à fait habitué à ce style de situation, on a parfois un petit peu peur tout simplement. C'est vrai qu'elle avait commencé à rentrer un petit peu dans la lumière en étant championne du monde espoir en 2007 à Hambourg. Moi je me rappelle bien de cette course. C'est vrai qu'on s'est dit tiens, la Suède va avoir une représentante qui peut jouer les premiers rôles. Et c'est vrai qu'un podium olympique, c'était pas inespéré parce qu'elle était dans les favorites. Mais bon, faut-il encore le réaliser le jour J. Donc ce qu'elle explique est nettement compréhensible pour nous. Elle n'est pas sûre et certaine de pouvoir réaliser une belle perf ici chez elle lors de cette première apparition internationale. Mais bon, si elle arrivait à intégrer le top 15, elle serait déjà satisfaite. Fin du parcours cycliste pour les athlètes. En l'occurrence, ces dames et André Hewitt. Vanessa Rowe pénètrent ensemble dans l'aire de transition. Ils vont poser la bicyclette et attaquer le parcours pédestre. Quel écart ont-elles réussi à creuser? À peu près 40 secondes avec le groupe de poursuivantes. Ouais, j'ai envie de dire que pour gagner, Andrea, il lui faudrait, quand on voit maintenant Stanford, Jorgensen, il lui faut une 32 minutes quoi. Ah, une 32 minutes, c'est quand même pas tout à fait ce qu'elle a réussi à glaner jusqu'à présent. Perd pas de temps, Andrea Hewitt. Et pourtant, c'est une très grande coureuse.
Elle avait réalisé une saison 2011 assez tonitruante. En gagnant la finale. Exactement. Et 2012, de très belle manière. De manière elle aussi avait bien commencé, je me souviens. Un peu moins bien terminée, mais elle est toujours parmi les 5 meilleures internationales. Elle a fait 6e au jeu à Londres et de mémoire, je crois qu'elle est finaliste à Pékin. Année 2013 qui n'a pas tout à fait commencé sans doute comme elle l'espérait. Elle n'a pas pour l'instant, je ne me souviens pas l'avoir vue sur un podium, André Witt. Mais c'est pas terminé pour autant. Allez, la transition, Jorgensen plutôt efficace. Elle est partie. Jorgensen, Franck, qui me paraît, alors on dit affûté pour ce qui concerne les athlètes en général, là elle me paraît un peu mince. Hein. C'est sûr que là le rapport poids-puissance, il est optimisé, on ne peut plus. Mais une attitude un petit peu différente à l'accoutumée pour Jorgensen, parce qu'elle a souvent l'habitude de courir en accéléré. Et pas forcément de partir tout de suite devant et d'imposer son rythme. Elle a plus souvent tendance à apporter une véritable accélération sur la deuxième partie de parcours. Donc 4 tours à pied. Hein. 4 tours en ville, pavé, avec la petite bosse là, à franchir à chaque fin de tour. Les écarts après le parcours cycliste, donc Hewitt Hérault, ensemble, et puis ensuite 42-43 secondes effectivement d'écart avec le gros du peloton dans lequel se trouve tout simplement la meute de concurrentes et de la meute de favorites. Et voilà, ça y est, c'est fait. Un tour, il a fallu un petit tour simplement pour Jorgensen. Pour récupérer 45 secondes. Elle a récupéré 45 secondes. Impressionnant. C'est énorme. Et regardez qui arrive derrière, Stanford, Stimson, Rowe a été récupéré, Anne Haug avec sa visière sur la gauche. Derrière, c'est Maike Kellers, l'athlète des Pays-Bas. Et elle a déjà plus de 15 secondes d'avance sur Stanford et Simpson, qui sont deux grandes coureuses. Donc vous faites 15 secondes par tour, ça fait la minute sur le 10 km. Hein. Et voilà, le classement il est établi, ou presque déjà. Sarah Groff fait la lutte derrière. Amy Charéron, oui Amy. Est-ce qu'elle est dans ce groupe de compétitrices? Ou Lisa Norden. C'est difficile, mais elle avait prévu le coup. Beto, l'italienne, est là aussi. La voici, Amy Charéron avec Kirsten difficile. Sweetland. Oh, c'est compliqué là, les petites foulées, elles sont presque encore plus réduites que ce qu'on peut imaginer. Ouais, elle a des petites foulées, mais ce qui lui manque là, c'est plus la fréquence. Hein, la capacité à courir, à enchaîner la gestuelle, parce que là c'est vrai que du coup la vitesse est nettement plus lente. On parlait de maigreur concernant Jorgensen, c'est peut-être excessif, mais en tout cas on n'est pas très loin. Hein. Elle va pas gagner sur le poids maintenant. Hein. Ça c'est sûr. Stimson, Kellers, Haug. Et devant, est-ce que c'est Non Stanford qui aurait pris effectivement l'initiative, qui se serait échappé de ce groupe pour tenter de récupérer ou de se rapprocher, oui c'est Non Stanford, de se rapprocher de Jorgensen et pour l'instant de dépasser Witt. Elle a l'impression qu'elle a l'arrêt, Andrea Witt. Et Non Stanford qui a une référence hivernale à 32 minutes 30 sur 10 km, hein, ça fait 18,5 km/h. Donc ça montre aussi un petit peu ce que doivent être capables de faire nos petites jeunes à terme. Non Stanford qui nous parle justement de cet objectif, de cette dernière étape qui les accapare, celle de Londres. Elles ont fait un stage en altitude avant de participer à cette épreuve de Stockholm, mais le but de l'opération, le but de ce stage, c'est bien sûr de pouvoir emmagasiner un maximum d'énergie, de force et d'arriver à Londres dans les meilleures dispositions. Les Françaises ont fait un stage en altitude avant de venir. Les Français, les 4 garçons sont sur la course avec Davidos. Elle a une course, une attitude qui est assez semblable, qui ressemble à celle des Brownlee, à Lister plus précisément. Elle court un peu droite, mais avec une fréquence de bras et puis surtout un posé de pied elle a un posé de identique. pied un petit peu plus, moins sur l'avant du pied que les Brownlee, mais bon, ça reste efficace. Hein. Anne Haug. Derrière Stanford et derrière Jorgensen. Gwen Jorgensen qui ne donne pas le sentiment, elle, de forcer véritablement, mais lorsque vous regardez la longueur de chacune de ces foulées, vous imaginez le kilométrage qu'elle est capable de réaliser, tandis que les autres se battent avec les places d'honneur. Ouais, je pense qu'au-delà de la victoire, sur cette course, elle a mis une empreinte psychologique sur l'ensemble de ses concurrentes. Elle a déjà gagné sur la série champion du monde, mais pas de cette manière, avec un écart course à pied aussi phénoménal. Elle doit être sur les bases de 18,5 km/h, de 32,30 au 10 km.
On n'avait pas vu ça en triathlon depuis Emma Snozil qui dominait à son époque. Voilà, 31-41, mais il y a 9664 mètres. Donc ça fait bien 18,5 km/h. Bien joué. Et sur un parcours, on va dire, plus favorable à des vitesses à pied, ce qui va être long dans 3 semaines. Voilà, elle va bientôt approcher les 19 km/h. C'est incroyable, c'est énorme. Elle avait remporté l'étape de San Diego, l'étape de Yokohama cette année. Jorgensen, donc, nouvelle victoire pour l'américaine, 3e de cette saison sur WTS. Pas mal, hein. Elle va peut-être passer même en tête. Elle va passer. Voilà. Elle va passer effectivement numéro 1 mondial. Certes, pour l'instant rien n'est joué, mais il va falloir être tacticalon pour la piéger. Chercher, hein. Oh là là. Il va falloir aller la chercher. Alors Gwen Jorgensen, son temps 1:55:31. Il faut l'isoler comme elle a été isolée à Londres, hein, au jeu l'année dernière. Elle a fait 2e du test event en 2011. Elle fait 38e au jeu. C'était une déception pour elle. Parce qu'elle avait été piégée sur l'enchaînement natation-vélo, mais je pense qu'elle progresse, donc ça va être de plus en plus difficile. Donc il va falloir s'employer parce que sinon, elle peut dominer un moment. Alors, nouveau coach, Jamie Turner. Des étapes et visiblement une préparation adaptée, adéquate, puisque là, il n'y a pas de doute. Elle a dominé de la tête et des épaules. Et regardez, elle se paye le luxe même d'attendre ses concurrentes. Elle a eu le temps de presque de se changer, de prendre sa douche. Non Stanford en termine à son tour, 1:56:20. Elle a pris 50 secondes. Ouais, et je le répète, 32-30 cet hiver, donc autant dire que elle doit faire 31-30. Anne Haug en 3e position, l'allemande, 1:56:45. Anne Haug qui est régulière maintenant, hein, une natation un petit peu délicate, mais elle arrive toujours à rentrer sur la tête de course, souvent. Et elle a une course à pied assez régulière, je pense qu'elle peut courir mieux que ce qu'elle n'a fait aujourd'hui. Très très beau podium, très belle course, beau site du monde. Ils ont tout bon les Suédois. Et la victoire donc pour l'américaine, la jeune américaine, 27 ans vous le disiez. Jeune triathlète. Gwen Jorgensen. Elle dit simplement je suis super ravi bien sûr. Alors j'étais effectivement avec le groupe de tête. Il fallait rester aux avant-postes parce que c'est un parcours cycliste qui est assez difficile, qui réserve de bonnes ou de mauvaises surprises. Mais belle course. Que nous dit elle n'a pas eu l'occasion de bien se préparer en natation, Non Stanford, lors des dernières semaines, donc c'est ce qui lui a manqué, c'est ce qu'elle regrette un tout petit peu, mais elle est contente de son parcours cycliste et elle est contente plutôt de sa course à pied. Anne Haug, tout se jouera à Londres, inutile d'insister, tout se jouera à Londres, nous dit Anne Haug, bien sûr, elle est contente de sa place. Londres, ce sera en direct sur l'antenne de Sport Plus, la course féminine, 9h30, le samedi 14 septembre. Notez-le, ça vaudra le coup d'œil, bien sûr, il y aura un titre mondial à la clé et surtout des couteaux entre les dents pour toutes ses concurrentes. Lisa Norden en termine à son tour. 19e place. Je pensais peut-être pas intégrer le top 20, mais enfin bon, ça s'est bien passé. Je remercie beaucoup le public qui m'a largement soutenu. Le classement général de cette étape et les écarts. La position pour ce qui concerne notre Française Émilie Charéron termine à la 23e place. Au classement général de la saison, donc, à une petite étape de l'échéance londonienne. Ça, c'est le podium. Gwen Jorgensen, a priori, a repris la première place. Et effectivement, devant Anne Haug, regardez l'écart de points. 13 points entre la première et la troisième. Ça n'a jamais été aussi serré. Ça va être incroyable. Autant dire que là, tout va se jouer à Londres. Ça va se jouer au sprint à Londres. Je vous conseille d'être présent, je vous rappelle, samedi 14 septembre en direct, 9h30 sur l'antenne de Sport Plus. On marque une petite pause. On revient dans une poignée de secondes, ici même à Stockholm, pour suivre la course des garçons qui s'annonce elle aussi tout aussi passionnante. A tout de suite.